Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de mon bilan culturel du mois de mars. Avant toute chose, je m'excuse par avance si du bruit advient, étant donné qu'il y a encore des travaux dans ma résidence. Je ne sais absolument pas quand est-ce que ça va se clôturer, mais je ne peux pas en décider. Donc j'espère que ça ne sera pas trop préoccupant ou dérangeant au niveau sonore. On va donc aller vers les films cette fois. Et j'ai eu un très beau panel de films ce mois-ci et de séries, étant donné que en mars, j'étais allée à Sérimania, festival organisé dans la ville de Lille, dans laquelle j'ai moi-même résidé l'année dernière, et j'ai pu m'y rendre pendant une durée d'environ 3 jours, où j'ai assisté à 3 événements, 2 séries et une rencontre avec François Bunel, dont je vous ai précédemment parlé dans la première partie de ce bilan culturel, donc je ne vais pas m'y pencher plus amplement, je pense, si ce n'est le réévoquer au sein du festival. Comme d'habitude, je vais me concentrer sur les films qui m'ont le plus plu et bien évidemment sur les films que j'ai vus en salle. Les 2 films qui ont réussi à retenir mon attention, en dehors des séances qui étaient au sein des cinémas dans lesquels je suis allée, sont Kramer contre Kramer, que j'ai vu grâce à TCM Cinéma. C'est un film qui est relativement connu, avec Meryl Streep notamment en actrice principale, où on va suivre un procès, une plaidoirie d'une mère et d'un père, l'un face à l'autre pour avoir la garde de leur enfant. C'est un film qui est extrêmement touchant, c'est une simple comédie états-unienne qui est à la fois celle d'une procédure pénale, qui est simplement ce parcours que chacun va essayer d'affronter et on va essayer de trouver en tant que spectateur et que spectatrice lequel ou laquelle a le plus de crédit à avoir la garde de son enfant. Et ça va être un jeu de savoir lequel en vaut le plus la peine. C'est assez touchant dans ce point-ci. Et c'est ça qui fait tout le sel du film. Il n'y a pas une image particulièrement léchée, c'est plus ou moins passé désormais. Mais ça garde cette patte des années 70-80 qui me plaît énormément, et notamment celle des comédies états-uniennes de ces époques-là, qui dénotent aussi toute une révolution au sein du cadre du mariage aux États-Unis. Le deuxième film que j'ai vu sur une plateforme, il s'agit de Onoda, qui est un film qui a été primé à Cannes. Je l'ai notamment vu grâce à Canal qui offrait plusieurs films sur sa plateforme pendant un certain temps dans le cadre du Festival de Cannes. Dans Onoda, on va suivre un soldat fin 44 au Japon. Il est en train de perdre la guerre et sur ordre du Major Taniguchi, ce qui me fait beaucoup penser à la littérature japonaise comme vous pouvez l'imaginer. Le jeune Hiro Onoda est envoyé sur une île des Philippines juste avant le débarquement américain. Il y a toute une guerre secrète qui est en train de lier plusieurs hommes, toute une armée au sergent Onoda. Et il y a tout un prisme autour de la guerre qui est exploité en plein trépas. Et Onoda, c'est un soldat qui va devoir affronter ça, qui est jeune au milieu de tout ça aussi. Et ce qui est assez déroutant, c'est que c'est une guerre, c'est que finalement c'est une guerre qui va encore durer 100 ans. Et c'est là encore tout un tableau d'une époque, toute une autre ère et toute une autre culture que celle que nous pouvons connaître, et en Europe particulièrement. Je vous incite à regarder Onoda si vous y avez accès, parce que c'est un film qui
au-delà de son histoire, de son intérêt de mémoire, a aussi une patte visuelle qui est assez brillante. C'est aussi ce pourquoi il a été reconnu à Cannes et je ne peux pas lui enlever et je suis tout à fait d'accord avec les avis dithyrambiques qu'il a reçus. Je vais désormais passer au film que j'ai vu au cinéma. J'ai commencé le mois avec Belfast. Ça se passe pendant l'été 69 dans la ville de Belfast. On va suivre un garçon qui a 9 ans. On va suivre son quotidien avec sa famille, avec tout ce contexte politique du pays, cette guerre civile qui est en train de se mener entre la population et tout le pouvoir en place et qui est en train d'être descendu. On va voir ce panel de personnages au sein de cette famille, au sein de ses amis. On va voir comment il grandit. Et ce qui est assez déroutant là encore, c'est que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est dans le fait de grandir. Il y a une espèce d'enchantement qui est là tout le temps, alors que c'est une période qui s'y prête pas du tout. Et moi j'avoue que ça m'a laissé beaucoup de marbre. C'est un film que j'ai trouvé joli, sans plus. En fait, c'est un film tout à fait commun et c'est exactement ce que j'en ai entendu. C'est un film qui est tourné en noir et blanc et là où la patte du noir et blanc pourrait apporter d'autant plus, ce n'est pas nécessairement le cas, bien que ça soit tout à fait esthétique. L'histoire, au-delà de ça, là où elle aurait pu avoir plus de poids, n'en a pas trouvé à mes yeux. Ce ne sont que des avis personnels, mais je vous laisse le voir et me dire ce que vous en avez pensé ou ce que vous en penserez. J'ai poursuivi mon mois avec Rien à foutre. Rien à foutre, c'est un film avec Adèle Exarchopoulos qui va se prêter au rôle d'hôtesse de l'air dans une compagnie low cost. Elle se satisfait du fait de croître tout le temps dans le gain de temps, dans le gain d'argent certes, mais c'est pas nécessairement ce qui l'intéresse, c'est vraiment le gain du travail et le gain de pouvoir vivre librement. On va suivre ce personnage qui est juste là parce que il en a rien à foutre. Et il en a rien à foutre du reste et la seule chose à laquelle il pense c'est lui et il en a rien à foutre des conséquences et le film réside sur cet aspect-ci qu'elle n'en a absolument rien à foutre des conséquences. En fait, pendant tout le long, ça m'a vraiment plu. Et les 10 dernières minutes du film, je trouve que ça ramait, je trouve que c'était mal abouti. Et c'est vraiment bête parce que c'est le premier long métrage du réalisateur et de la réalisatrice. Et là où apparemment leur moyen métrage était assez excellent, je trouve que c'est vraiment le dernier point qui aurait pu tout faire et qui a un petit peu tout fait retomber. Je suis assez déçue en fait de la fin, bien que je garde un très bon souvenir du reste de ma séance. Mais c'est une très bonne comédie francophone parce que ce sont des Belges il me semble, et je vous la conseille si vous avez l'occasion de la voir. Je vais vous parler de À plein temps avant de vous parler de mon film préféré du mois. À plein temps, ça a beau être le dernier film que j'ai vu en mars. C'est un film qui m'a énormément plu. Ça n'était pas une séance qui était prévue. Quelle a été ma surprise et quelle a été ma bonne surprise? C'est un drame français avec Laure Calamy, qui est un film de Éric Gravel. On va suivre cette femme qui est toute seule, qui habite à la campagne et qui doit s'occuper de ses enfants alors qu'elle travaille en tant que femme de chambre dans un hôtel de luxe à Paris. Tous les matins, elle se rend à Paris pour travailler et elle revient tous les soirs, sauf qu'avec toutes les grèves, tous les RER, toutes les contraintes horaires, ça va être très compliqué à mener. Bien qu'il y ait quelqu'un qui garde ses enfants, qui soit une amie à elle, qui soit retraitée, la personne arrive bientôt à un stade de sa vie où elle ne va plus pouvoir les garder. Laure Calamy elle-même commence à finir en burn-out. Et c'est tout ce parcours avec elle-même, tout cet affrontement avec la hiérarchie sociale, avec cette place de classe, cette échelle de classe au sein de l'hôtellerie, au sein de la société parisienne et de la société rurale, parce que c'est ça en fait la somme du film, c'est vraiment la cristallisation entre
la ruralité et cette vie urbaine, cette vie de citadine qu'elle doit continuer à mener plus ou moins et qu'elle n'arrive pas à tenir de bout en bout parce qu'elle a aussi cette vie de famille à laquelle elle tient et à laquelle elle tient peut-être plus. C'est une comédie française que j'ai trouvée excellente. J'en ai entendu beaucoup d'échos entre Rien à foutre et À plein temps dans cette idée de tout laisser valser aux éclats et de partir du quotidien auquel on est déjà mené. Mais À plein temps entre les deux a été vraiment un gage de qualité pour moi. Je sais pas si c'est une qualité de réalisation plus mature, mais en tout cas, que ça soit dans l'image, que ça soit dans les couleurs, que ça soit dans le jeu de Laure Calamy, je ne dirais pas qu'elle a l'acabit d'une grande actrice parce qu'on l'avait déjà comparée à je ne sais plus quelle actrice dernièrement, beaucoup plus installée depuis plusieurs années déjà. En tout cas, je trouve qu'elle mène la barque très bien depuis quelques années, depuis qu'elle est sortie de 10%. Je trouve qu'elle gagne encore plus de gages au cinéma parce que je sais qu'elle fait beaucoup de théâtre, mais je vous conseille de la suivre au fur et à mesure et de voir À plein temps, ça c'est certain. Je vais désormais passer au dernier film que j'ai vu au cinéma et je passerai ensuite aux séries. Le dernier film que j'ai vu au cinéma, j'en ai déjà parlé sur Instagram, mais c'est un brio, c'est une réussite, c'est un coup de cœur, c'est peut-être le plus gros coup de cœur depuis ce début d'année. Il s'agit bien évidemment de Entre les vagues de Anaïs Volpe, avec pour actrice principale Souleila Yacoub et Deborah Lukumwena. Ce sont des actrices qui représentent la jeunesse, qui incarnent la jeunesse au cinéma désormais. Souleila Yacoub, c'est son premier rôle au cinéma que la plupart des gens remarquent, mais il me semble qu'elle a déjà joué dans d'autres films relativement connus. Dans ce film, on va suivre deux amies très proches qui veulent devenir connues. L'une d'entre elles est davantage passionnée par la danse et l'autre va la suivre dans ce parcours, dans l'audition qu'elle va mener, dans toutes les auditions qu'elle va mener. Elles vont en passer moultes et moultes jusqu'à se retrouver l'une en face de l'autre pour une dernière épreuve afin de mener un spectacle. Et ça va être cette opposition entre amitié, passion, volonté de reconnaissance, parce qu'il y a aussi toute la place de la banlieue, parce que ce sont des jeunes filles qui viennent de quartiers, qui sont pas favorisées au sein de la société, et c'est aussi ce qui est représenté ici. C'est un film que j'ai trouvé beau par ses couleurs, par ses lumières, par le jeu des actrices, la jeunesse qu'il incarnait. En fait, ce film, c'est la jeunesse. Et ce film, c'est ce qui me plaît, c'est que je me ressens, c'est un film qui parle à notre génération, plus qu'à la génération de nos parents ou de nos grands frères, grandes sœurs. C'est un film qui parle aux femmes aussi, à cette intériorité, au fait de grandir, au fait de devenir adulte en règle générale. Là, vous remarquez que je vais relativement vite sur les films, mais parce que mars date depuis quelques temps. Nous sommes presque en mai actuellement et le temps que je monte la vidéo, il est tout à fait probable que le début du mois soit passé. J'espère quand même qu'il y aura de l'intérêt dans ce que j'avance, dans ce que je dis. Ça n'enlève pas le propos du film, ça n'enlève pas la qualité du film et je vous incite réellement, mais réellement, à aller le voir ou que vous puissiez le voir de façon légale, bien évidemment. On l'a déjà dit pour Deborah Lukumwena, mais je le dis pour Souleila Yacoub, suivez-la parce que je sens qu'elle va nous donner quelque chose d'assez excellent dans les années qui viennent. Je termine avec le palmarès de Sérimania que j'ai eu l'occasion de voir du coup pendant le mois de mars. J'ai vu majoritairement des séries France Télévisions, à savoir Cher Tendre qui a gagné le prix de la création française. Dans cette série, on va du coup traiter le sujet de l'intersexualité. Sacha, c'est la personnage principale, le personnage principal. Elle est nouvelle dans son lycée. Tout le monde est intrigué par cette nouvelle élève et tout le monde va essayer de se faire ami, de la séduire.
Jusqu'à l'été dernier, elle voulait changer de sexe parce que intersexué n'est pas transidentité. On va avoir du mal à percevoir aussi ceci au sein de la communauté qui l'entoure. Il va surtout être question du secret que Sacha va garder pendant tout le long, ou du moins va essayer de garder à travers ses relations amoureuses, les points de repère qu'elle arrive à percevoir au sein de sa propre famille qui est elle-même assez éparse à certains égards. Il y a une actrice qui est connue notamment grâce aux réseaux sociaux qui s'appelle Estelle Locatelli, il me semble, qui a de fait connu pas mal de succès. L'actrice principale qui joue la mère et celle qui présidait aussi l'édition de Sérimania de cette année, qui est Daphné Burki. Elle est principalement animatrice de série, mais là, elle s'est totalement réinventée et elle a incarné le rôle de la mère qu'elle réussit assez bien. C'est une très bonne série ado qui m'a énormément fait penser à Scam. Si c'est un état d'esprit qui vous a plu, je vous conseille de la regarder lorsqu'elle y sera elle-même. La seconde série que j'ai vue en salle pendant Sérimania, il s'agit de Hors Saison, qui est là encore une série France TV. Là pour le coup c'est une série thriller dans le cadre des montagnes suisses, dans la région des Dents du Midi précisément. Il y a une femme qui a été retrouvée assassinée. On soupçonne son mari de l'avoir tuée. C'est lui qui va être révélé comme étant le tueur. Et au fur et à mesure, on va se poser de plus en plus de questions. Il y a tout un rapport entre la frontière française et la frontière suisse. Par énormément de détours de situation, on va voir cette enquêtrice qui va être retirée puis qui va être remise sur cette affaire après beaucoup de tergiversations, avec un drôle d'événement. On va aussi apercevoir son fils qui tue sans le vouloir sa petite amie et la mère va agir de façon à cacher ce meurtre pendant tout le long et c'est toute cette opposition entre sa profession en laquelle elle croit, ses valeurs bien évidemment, et en même temps réussir à conserver la sécurité de son fils au milieu de tout ça. Ce n'est pas une grande série, je ne suis pas extrêmement fan de serial thriller, mais pour le coup je trouve que c'est une bonne création française. Encore une fois, France Télé se renouvelle. Là encore, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, comme je l'ai déjà dit dans le vlog spécifique à Sérimania que je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense, et dans le petit i qui se trouve à l'angle, je ne sais pas de quel côté, comme d'habitude. De toute façon, vous pourrez le retrouver sur la chaîne. La dernière série dont je vais parler, je ne l'ai pas vue en salle, mais elle a été disponible dès le lendemain, il me semble, sur Netflix. Il s'agit bien évidemment de Drôle, que la majeure partie des gens a vu actuellement. C'est une création de Fanny Herrero, qui était la scénariste de 10% pendant la saison 1 à la saison 3. Elle a quitté la série à la saison 4 pour des divergences, des questions de création qui lui convenaient plus et elle a pris son envol et elle a créé sa propre série autour du stand-up. Ce sont des formats entre 20 et 40 minutes. Je ne sais plus du tout la taille des épisodes, mais la série est tellement courte pour ce que c'est. Il s'agit uniquement de la première saison, elle l'a affirmé elle-même. Et j'ai tellement, mais tellement hâte de revoir ce panel de personnages. Il y a un trio qui est brillant. Le personnage principal était mon préféré. C'est l'histoire d'un jeune homme qui commence à se lancer dans le stand-up et qui galère. Il est avec sa meilleure amie qui elle aussi galère depuis plus longtemps que lui encore. Ils écument les scènes de stand-up tous les soirs dans Paris jusqu'au moment de trouver un créneau, de pouvoir faire la première partie d'un ou d'une de leurs idoles. On va retrouver ce que j'avais adoré dans Jeune Égolerie, dans cette nouvelle jeunesse qui nous représente aussi en tant que Français, et ça fait du bien de voir cette jeunesse parisienne dans laquelle je me reconnais. C'est aussi bête et totalement décentré de cette image parisienne qu'a faite Flore. J'ai beaucoup aimé. C'est plein d'humour, c'est plein de gaieté, c'est plein de vie et c'est ce qui fait du bien et je pense que pendant le mois de mars on en a eu besoin et je pense que si vous n'avez pas encore regardé après ces élections, je vous conseille de regarder.
Voilà, là on a traversé des périodes un petit peu compliquées depuis plusieurs mois, donc faites-vous du bien comme vous pouvez, et drôle, c'est exactement la recette pour se faire du bien. Je vous crie d'aller la regarder, de vous parfaire de ce plaisir visuel. C'est bête à certains égards, notamment avec le love interest du personnage principal, mais c'est bête dans cette cristallisation des deux classes qui sont opposées entre elle, la bourgeoise du 16e, et lui, celui qui vient de banlieue. C'est vraiment le cliché mis à l'honneur, mais tellement bien retourné, et Fanny Herrero, elle est brillante et son travail est assez brillant. Là encore, c'en est la preuve. Pour ce qui est de l'événement, j'en ai assez parlé dans le vlog et dans la vidéo précédente. J'ai déjà filmé 40 minutes actuellement et il va falloir que j'aille faire beaucoup d'autres choses parce qu'on commence déjà à être un petit peu passé l'après-midi. Je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la totalité du bilan du mois de mars vous aura plu. Je reviens au plus vite avec de nouvelles vidéos. Et si j'ai le temps de mettre ça en place d'ici peu, avec de nouveaux formats auxquels certaines et certains d'entre vous qui l'auront choisi pourront contribuer pour une petite somme, juste pour me dire que mon travail vaut quelque chose et que ça peut vous intéresser plus amplement qu'un simple bien de consommation. Le montage, ça me demande beaucoup de temps. Le tournage, ça me demande beaucoup de temps. La préparation, etc. Quoi qu'il en soit, que ça advienne ou non dès la prochaine fois, j'espère que vous serez toujours là dans les vidéos à venir, que vous me retrouverez à nouveau sur mes réseaux sociaux, principalement Instagram, mais on peut également se parler sur Twitter. J'ai également un compte Goodreads, un compte Letterboxd, un compte Sens Critique, sur lesquels vous pouvez suivre toute mon actualité culturelle. Je reviendrai aussi avec tous les formats que je pourrais évoquer dans une autre vidéo si ça peut en intéresser d'autres. Si vous avez des questions, si vous voulez connaître tous les films et voir tous les livres que je lis et que je vois depuis ce début d'année 2022, ça sera également en barre d'infos s'il y a la place, avec tous les éléments du bilan qui seront également en barre d'infos comme d'habitude. J'espère que cette outro ne sera pas trop brouillonne. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Allez, ciao.